Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le signaler, par message dans le chat. Bienvenue donc, à ce webinaire. Je me présente, moi je suis, Vincent Debloc, je suis accompagné, ce soir de Camille Vaucoulou. Nous serons donc vos animateurs, pour la soirée, donc de ce webinaire, intitulé, «Quelles aides financières pour un projet de rénovation énergétique de mon logement?» Voilà, entre, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, les éventuelles aides locales aussi, comment bien s'y retrouver finalement parmi, tous ces dispositifs, financiers? Voilà donc l'objet du, webinaire. Quelques petits rappels, comme vous avez peut-être pu le voir, précédemment, mais du coup les micros sont, désactivés le temps de la conférence. Néanmoins, vous pouvez quand même poser vos questions. Pour ça, je vous invite à bien privilégier l'onglet dédié. Il y a un onglet Q et R pour questions et réponses. Donc c'est vraiment un onglet dédié à ça. Donc s'il vous plaît, posez vos questions, lorsque vous en avez, directement dans cet espace dédié et non pas dans le chat, directement. Ce sera plus facile pour, les traiter et d'ailleurs, vous pourrez, si vous voyez des questions posées par, d'autres participants, et que vous avez la même question, vous pourrez, mettre une petite notification dessus pour, pouvoir, voilà, montrer que vous avez la même question et ça permettra, à mon collègue Camille notamment qui sera un peu en backstage, ce soir pour, justement, répondre, aux différentes questions que vous pourrez avoir, sur, le vif. Donc vos caméras sont également, désactivées. À l'issue de la conférence, on aura quand même un temps aussi d'échange et de questions, toutefois donc, à ce moment-là, si vous le souhaitez, on aura la possibilité de réactiver les micros si vous souhaitez poser vos questions à l'oral, mais vous pourrez aussi toujours le faire, par écrit, bien évidemment. Et donc, le webinaire est, actuellement enregistré de manière à ce que le replay, ainsi que la présentation, vous soient, envoyés, si c'est pas demain, ce sera début de semaine prochaine. Donc vous l'aurez, quand même, très rapidement pour, éventuellement, si vous n'avez pas la possibilité d'y assister dans son entièreté, ou vous souhaitez, revoir, certaines parties. Donc voilà un petit peu pour, les aspects pratiques. Donc on va pouvoir se lancer tout de suite. Alors, avant de commencer, simplement pour éventuellement, celles et ceux qui ne connaissent pas, l'association Énergie Solidaire dans laquelle on travaille avec, Camille, en quelques mots que je puisse la présenter. Donc Énergie Solidaire, c'est une association de salariés. Alors aujourd'hui, on est une équipe de 20 personnes. Cette structure, elle a été créée en 1998, donc voilà, ça fait déjà, plus de 25 ans d'existence, sur le territoire. Et donc Énergie solidaire, notre structure, a pour cœur de métier l'accompagnement dans la transition énergétique, des bâtiments, et notamment, bâtiments, résidentiels. Et cette activité-là, on va pouvoir nous l'exercer en fait au travers de différents services publics que l'on porte sur, le territoire. Donc on porte, voilà, différentes missions de service public et ce soir, je m'attarde plus particulièrement sur une, c'est le service, France Rénov' que vous connaissez, peut-être. France Rénov', en fait, c'est un service public de conseil que l'État a mis en place, il y a déjà, plusieurs années. Donc c'est à échelle nationale. Ça a changé de nom au fil des années, à la création, on appelait ça plutôt les espaces info énergie, puis on a appelé ça les espaces conseils FAIR. Aujourd'hui, voilà, ça s'appelle, les espaces conseils France Rénov', depuis 2022, pour information et le but de ce service public-là, c'est, d'apporter des conseils aux particuliers, sur leurs projets de rénovation et notamment de rénovation énergétique et des conseils qui vont porter à la fois sur les aspects, vraiment, travaux, techniques, quelles démarches adopter en rénovation énergétique, où est-ce qu'on va trouver des entreprises qualifiées pour faire des devis, comment, bien vérifier la conformité des devis et avoir des conseils dans la relecture de ces derniers. Et puis, bien sûr, toute la partie financement, liée à ces travaux de rénovation. Est-ce qu'il existe des aides, des subventions, des prêts bancaires, des taux de TVA spécifiques et cetera? Enfin voilà, vraiment discuter toute la partie plan de financement. Donc c'est vraiment l'objectif de ce service public de conseil et comme je vous le disais, France Rénov', c'est national, hein, c'est déployé sur tout le territoire. Simplement, c'est porté localement, par différentes, antennes et structures, hein. Il y a plus de 200-250 espaces conseil France Rénov', en France. Et donc, vous le voyez, sur la carte géographique, Énergie solidaire, nous, on porte, le service France Rénov' pour ce qu'on résume en disant le Nord Yvelines. C'est ce que vous voyez en vert, hein, donc la bonne moitié nord du département, des Yvelines, donc quand même près de 800 000 habitants, donc c'est un territoire, assez, vaste, assez dense.
Et donc voilà, nous, on porte cette mission de service public sur tout le territoire et bien sûr, on insiste souvent avec ça, mais étant donné qu'il s'agit d'un service public, qui est, porté aussi par les collectivités, locales comme le département ou les intercommunalités, c'est un service qui est, neutre, gratuit et indépendant. Donc nous ne sommes évidemment pas ni entreprise de travaux ou prestataire de services, derrière. L'idée, c'est vraiment d'avoir un point de conseil, d'information entièrement, neutre et indépendant pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique. Et donc, nos locaux sont basés à Carrières-sous-Poissy pour ceux qui ne sont, peut-être jamais passés par là-bas. Si vous y passez, vous verrez sans doute des gros bâtiments en bois comme ça, là, depuis la rue, qui sont assez visibles. Et ben, nos locaux sont juste ici et notamment sur place, on a, ce qu'on appelle la matériothèque. Donc la matériothèque, ça va être, un showroom, dédié à la rénovation, énergétique avec vraiment des maquettes, de rénovation énergétique, des matériaux, des vitrines de matériaux, des exemples de systèmes, de ventilation. Voilà, on aborde les sujets, isolation, chauffage et cetera. Donc c'est sur 300 m², donc c'est un espace vraiment intéressant, que l'on peut, utiliser soit pour des visites de groupe, mais aussi lors de rendez-vous, personnalisés avec des particuliers qui, nous sollicitent. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la structure, mais comme je disais, n'hésitez pas si vous avez, des questions supplémentaires et vous retrouverez bien sûr nos coordonnées en fin de présentation, si besoin. Alors, sans plus tarder, je vous présente maintenant le sommaire de la présentation de ce soir. Bien sûr, la thématique principale va être donc les aides financières pour un projet de rénovation énergétique. Simplement, on démarrera par une, rapide mise en contexte pour bien rappeler les enjeux, qui tournent autour de la rénovation, énergétique du logement. Ensuite, on s'intéressera, avant d'évoquer vraiment les dispositifs en eux-mêmes, d'abord à bien mettre au point, les critères d'éligibilité à ces aides, voilà, des critères, qui sont assez généraux à tous les dispositifs, donc on les balayera, tranquillement. Puis on s'intéressera vraiment, au cœur du sujet, donc les dispositifs de subvention. On démarrera avec celle de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat. J'aurai l'occasion, d'y revenir. Ensuite, on s'intéressera à un autre dispositif qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Enfin, on parlera des subventions locales qui existent sur notre territoire et puis, on parlera prêts bancaires et TVA, enfin. Et puis, je vous évoquerai les différents acteurs également du territoire que vous pouvez solliciter pour, vous faire accompagner dans vos projets. Et comme je disais, on terminera par un temps, d'échange et de questions aussi, à la fin. Là, on est ensemble, jusqu'aux alentours de 20h30. Moi, d'ici normalement autour de 20h, j'aurai terminé ma présentation. Ça nous laissera un petit peu de temps pour, pouvoir, échanger et si vous avez, d'autres questions et comme je vous le disais, si vous en avez au fur et à mesure, n'hésitez pas, voilà, à les poser. Mais comme je disais, bien dans l'onglet, dédié, l'onglet Q&R qui est vraiment dédié aux questions et réponses. Voilà et bien écoutez, c'est parti. Donc on va commencer comme je disais avec, une rapide mise en contexte pour bien rappeler, les enjeux qui tournent, autour de la rénovation énergétique et donc, voilà, vous avez tous, des enjeux, qui déclenchent un petit peu des réflexions de projets de rénovation énergétique, mais c'est bien de rappeler que ces enjeux, ils peuvent quand même être, très variés. Souvent quand même dans les premiers éléments déclencheurs d'une rénovation, ça va être souvent, la diminution de factures, énergétiques, tout comme l'amélioration du confort, thermique. Voilà donc à la fois, baisser les factures et donc principalement les factures, de chauffage, hein, qui représentent, en moyenne les 2 tiers de la consommation énergétique du logement. Donc, baisser ses factures tout en améliorant le confort et confort, attention, on évoque bien le confort hiver, mais aussi de l'été. Aujourd'hui, on a des étés de plus en plus chauds notamment et le confort, d'été n'est pas à mettre de côté puisque, l'idée n'est pas de se retrouver dans des logements qui, on va dire, sont confortables l'hiver, mais par contre ont des gros défauts l'été et on se retrouverait presque à devoir, surutiliser des systèmes de climatisation qui alourdissent aussi la facture énergétique. Donc il y a cette notion de confort bien sûr. Après on retrouve aussi, parfois des éléments, un peu plus, techniques comme, voilà avoir une meilleure isolation acoustique, et donc l'isolation thermique va aussi jouer souvent un rôle, acoustique et puis, également voilà amener son logement sur, de meilleures performances, énergétiques puisque notamment aujourd'hui il y a un contexte réglementaire qui, s'intensifie autour de la rénovation, autour des logements plutôt et de leurs performances énergétiques. Vous en avez peut-être entendu parler, des réglementations qui peuvent concerner les, propriétaires, vendeurs, mais aussi les propriétaires bailleurs. Donc là,
voilà une petite image pour, résumer, quelques réglementations qui commencent à s'appliquer, notamment pour les propriétaires bailleurs. Aujourd'hui, on se situe dans une période où il est donc interdit de louer des logements classés, G, donc G, la dernière étiquette sur, l'étiquette énergétique, du fameux DPE, diagnostic de performance énergétique. Donc voilà, vous voyez des interdictions, bientôt ce sera les F en 2028, puis les E en 2034. Donc tout ça, ça pousse forcément à rénover, un logement. Et pour les vendeurs, on a aussi des obligations. Alors, il n'y a pas d'interdiction de vente, mais par contre, il y a des obligations quand même supplémentaires de documents à fournir. Lorsque le DPE est classé F ou G ou E, aujourd'hui, on est même finalement dans le E est intégré, eh bien, les vendeurs ont l'obligation de faire un audit énergétique réglementaire en plus du DPE. Donc forcément, c'est aussi une dépense supplémentaire pour le vendeur. Mais voilà, c'est donc aussi dans un contexte parfois réglementaire qu'on on cherche à améliorer l'étiquette et la performance énergétique de son logement. Et enfin, un point que j'aime bien aborder et rappeler, c'est également la notion de valeur verte, du bien, et ce tableau-là, il est assez intéressant à aborder puisque, alors il est rédigé, il est issu des bases de données des notaires de France. Chaque année, on a un rapport qui, évoque la moyenne des, comment dire? Les écarts plutôt, de prix sur la vente de logements. Alors vous voyez maison et appartement, donc les écarts, sur la vente de ces logements-là, en fonction de leur étiquette énergétique. Et donc là, on a les chiffres vraiment issus, Île-de-France et Grande Couronne pour l'année 2023. Et donc avec une étiquette de référence en D, eh bien on voit l'écart. Par exemple, si j'ai une maison, plutôt dans les A ou B, elle va se vendre en moyenne 4 à 7 plus cher qu'un même logement qui serait en étiquette D. Et à l'inverse, si j'ai un appartement, qui est en classe F ou G, eh bien, en moyenne, il va se vendre 11 à 9 moins cher qu'un même appartement qui serait classé D. Donc ça, c'est, intéressant de voir, ces écarts à la vente. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on analyse ces bases de données des notaires d'année en année, on voit que les écarts se creusent, au vu du contexte énergétique aussi, hein, de l'augmentation des coûts de l'énergie. Ces écarts ont tendance à se creuser, donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'on peut être amené à rénover énergétiquement son logement. Et donc, rénover énergétiquement, bah, ça génère bien sûr des coûts de travaux et des sollicitations de dispositifs d'aide financière. Et pour vous donner quelques chiffres, les chiffres de l'ANA sur l'année 2024, donc l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, qui pilote notamment les dispositifs d'aide financière autour de la rénovation énergétique, eh bien, sur l'année 2024, quelques chiffres pour que vous puissiez vous représenter. Donc, en 2024, c'est un peu plus de 400 000 logements qui ont été rénovés. Et sur ces 400 000-là, il y en a quand même une large majorité qui concerne de la rénovation énergétique. Donc 340 000, vous voyez, donc rénovation énergétique, ça va être tout ce qui va être isolation, menuiserie, chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire notamment. Et là-dessus, un peu moins de 100 000 qui soient de la rénovation d'ampleur. On aura l'occasion d'aborder exactement ce que c'est la rénovation d'ampleur, mais voilà déjà pour vous représenter un petit peu la quantité de logements qui se rénovent chaque année. Et donc, bah, tout ça, ça génère forcément du chiffre d'affaires de travaux, de coûts de travaux, et donc un peu plus de 7 milliards de travaux générés. Et sur ces 7 milliards, eh bien, donc des aides, financières qui ont été déployées. Donc en 2024, c'est, un peu, moins de 3,8 milliards d'aides qui ont été, distribuées pour, baisser les restes à charge de ces travaux-là. Et vous le voyez largement quand même ciblé, sur les ménages, modestes ou très modestes. Donc la notion de tranche de revenus, j'aurai aussi l'occasion, d'y revenir un peu plus tard dans la soirée. Donc voilà pour le contexte, je m'étale pas plus que ça. On va pouvoir, enchaîner tout de suite. Et comme je vous disais, avant d'aborder vraiment les dispositifs en eux-mêmes, on va d'abord, balayer quelques critères d'éligibilité, mais qui sont importants d'avoir en tête, pour, voilà, bien, être conscient de ce qui peut être attendu, dans les dispositifs de subvention. Donc, quelques règles générales. D'abord sur, l'âge du logement. L'âge du logement, donc vous pouvez, garder en tête que de manière générale, ça va être pour des, bâtiments résidentiels de plus de 15 ans, même si, il peut y avoir des exceptions. Si vous avez notamment un logement de moins de 15 ans, sachez qu'il y a le dispositif des C2E qui fonctionne, pour des logements de plus de 2 ans. Mais voilà, de manière générale, les dispositifs notamment de l'ANA, que j'évoquerai tout à l'heure, se basent sur un logement d'au moins, 15 ans. Ensuite, les travaux doivent être réalisés, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, par, un ou des professionnels, certifiés RGE. Donc RGE qui veut dire reconnu garant, de l'environnement.
Et donc, le RGE, vous voyez là, j'ai mis des petits logos sur la droite. Simplement ce que je peux évoquer succinctement, rappelez-vous que le RGE, en fait, ça a une durée de validité. Un certificat RGE a une durée de validité. Donc, une entreprise n'est pas RGE pour la vie ou indéfiniment. Elle est RGE jusqu'à une certaine date. Donc, c'est intéressant de vérifier jusqu'à quand. Et ensuite, une entreprise, elle est RGE pour un certain type de travaux. Pour vous donner un exemple, une entreprise, elle peut être RGE pour isoler un mur par l'extérieur. Par contre, elle peut ne pas être RGE pour isoler les rampants de la toiture. C'est deux qualifications différentes et donc c'est important de vérifier. Et ça se vérifie facilement sur l'annuaire France Rénov qui regroupe toutes les entreprises qualifiées RGE. On peut télécharger les certificats de chacune de ces entreprises et vérifier jusqu'à quand le certificat est valable et pour quel type de travaux. Et vous voyez, des organismes qualificateurs, il y en a beaucoup. Là, j'ai pu mettre notamment Qualibat et Quali2NR, les deux principaux, mais il y en a plusieurs. Donc, c'est des logos qu'on va souvent retrouver sur des devis, par exemple. Mais voilà, pour aller un peu plus loin, aller jusqu'à télécharger le certificat de l'entreprise pour vérifier la date et les catégories de travaux couvertes. Et ça, comme je vous disais, l'annuaire est disponible en accès libre sur le site francerénov.gouv.fr. Ensuite, il y a des notions de conditions de ressources. J'y viendrai à la slide d'après. On va voir, même si il y a certains programmes qui sont accessibles à toutes les tranches, c'est quand même bien de déterminer la tranche dans laquelle vous vous situez pour mieux comprendre les programmes auxquels vous avez droit. Et ensuite, rappelez-vous bien que les aides sont à demander voilà, avant la signature des devis. Ne vous engagez pas dans la signature ou encore moins dans la réalisation des travaux si vous n'avez pas une garantie que votre dossier a été déposé et accepté. Il est vrai que dans le cas général, l'argent lui-même, le montant de la prime, sera souvent versé après les travaux sur présentation de la facture, mais gardez bien en tête qu'il y a quand même un dossier qui a été déposé au préalable, et donc avant la réalisation des travaux et même avant la signature des devis. Donc ça, je voulais le rappeler également ce soir. Comme je vous disais, on revient sur les conditions de ressources. Donc là, je vous montre le tableau des plafonds de ressources en Île-de-France. Attention, a priori, si vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes très certainement sur le nord des Yvelines, donc en Île-de-France, mais sachez que les plafonds ne sont pas les mêmes pour le reste de la France. Donc, en Île-de-France, on voit quoi? On voit qu'il y a 4 tranches de revenus. Très modeste en bleu, modeste en jaune, intermédiaire en violet, supérieur en rose. Et donc, pour savoir dans laquelle vous vous situez, ce qui est important, c'est d'identifier dans votre résidence, dans votre foyer, euh, de résidence principale. Combien d'occupants est-ce que vous êtes, adultes, enfants, mais combien au total vous êtes à vivre dans votre logement en tant que résidence principale? Et donc, vous allez pouvoir vous placer sur une des lignes sur le côté, là, 1, 2, 3, 4, en fonction du nombre d'occupants. Et ensuite, vous prenez le revenu fiscal de référence cumulé, je dis bien cumulé, pour l'ensemble des occupants. Donc, quand au sein du foyer, vous êtes tous sur un seul et même avis d'impôt, bon, c'est relativement simple. Vous prenez le dernier que vous avez à disposition. Donc aujourd'hui, c'est l'avis d'impôt 2025 sur les revenus de l'année 2024. C'est le dernier que vous avez reçu. Et sur la première page, vers le bas, vous avez le montant indiqué du revenu fiscal de référence. Et donc, vous regardez en fonction de ça. Si vous êtes en dessous des seuils de la première colonne, c'est que vous êtes dans la tranche très modeste. Si vous êtes en dessous de ceux de la deuxième, en modeste, etc., etc. Par contre, si au sein du foyer, vous êtes sur deux avis d'impôt distincts, eh bien, vous prenez les deux et vous faites le cumul du revenu fiscal de référence. C'est bien voilà, l'ANA, donc c'est l'ANA qui a établi ces plafonds de ressources qui, en général, sont revus au 1er janvier de chaque année. Souvent, ils évoluent pour suivre l'inflation, notamment au 1er janvier de chaque année. Donc là, on a bien celui qui est valable en ce moment. Mais voilà, donc l'ANA, comme je disais, cherche à déterminer la tranche en fonction de tous les occupants qui vivent dans le logement comme résidence principale. Pardon. Donc voilà pour la notion de tranche de revenus, si vous pouvez voilà, déterminer dans laquelle vous vous situez. Ensuite, je voulais rappeler ce soir qu'au niveau des dispositifs d'aide, il y a aussi des critères, des aspects techniques, en fait des critères techniques qu'il faut respecter sur les travaux en eux-mêmes. Entre guillemets, il ne suffit pas que l'artisan soit RGE pour qu'automatiquement les travaux soient valables. Il faut aller un peu plus loin que ça. Les travaux doivent respecter aussi des critères techniques, des niveaux de performance. Et donc, je vais en citer quelques-uns. Le but n'est pas que vous les reteniez, hein, ceux que je vais citer, c'est plutôt que vous ayez bien en tête au-delà des aspects ressources ou qualification de l'entreprise, les travaux, il y a aussi des éléments techniques à respecter. Et donc, pour vous évoquer ça, je vais évoquer deux cas de figure. Ce qu'on appelle la rénovation poste par poste
et la rénovation d'ampleur. C'est un peu les deux parcours aujourd'hui qui existent pour pouvoir solliciter des aides financières. Soit on va demander des aides poste par poste, c'est-à-dire individuellement, travaux par travaux. Voilà, par exemple, je commence par isoler mes murs, je vais demander une aide spécifiquement pour ça. Un peu plus tard, je fais ma toiture. Un peu plus tard, je change mon système de chauffage. Bah, je vais demander les aides individuellement, un par un. C'est une première méthode, une première approche. Une autre approche peut être la rénovation dite d'ampleur. Et dans ce cas, là, comment dire? Les aides financières vont toucher tout un bouquet, un ensemble, de travaux, en un seul et même dossier. On a tout un bouquet de travaux. Et donc, je vais vous montrer un petit peu des exemples de critères techniques qui peuvent être attendus, mais comme je disais, l'objectif ce soir, c'est pas de les retenir, c'est plutôt bien, voilà, de simplement d'en avoir conscience. Donc quelques exemples. Si j'isole mes murs, façade ou pignon, vous voyez sur le côté, il y a marqué R supérieur ou égal à 3,7. Bah, le R, c'est un critère technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle la résistance thermique de l'isolant. Plus elle est grande, meilleure est l'isolation. Et donc, il y a des seuils minimums, comme vous le voyez, à respecter. Et donc ça, typiquement, c'est le genre d'information qui doit apparaître sur un devis d'artisan RGE. Si ça n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que le dossier sera refusé, mais il sera mis en attente, le temps que cette information soit, corrigée et vérifiée. Donc, vous voyez pour les murs, c'est 3,7, mais si je regarde la dernière ligne, pour les rampants de toiture, c'est un R de 6. Donc c'est pas la même exigence qui est attendue en fonction du poste de travaux. Donc ça, c'est un premier exemple plutôt côté isolation. Je vous montre un autre exemple côté fenêtre. Fenêtre, pareil, il y a des éléments, qui sont attendus. Alors, vous voyez sur le côté, on parle plutôt d'un UW qui doit être inférieur à 1,3 et un SW qui doit être supérieur à 0,3. Alors pareil, je ne rentre pas dans un détail absolu, ce n'est pas l'objet de la soirée, mais le UW, c'est un petit peu ce qui caractérise les déperditions de chaleur à travers la fenêtre. Donc là, le but, c'est qu'il soit le plus petit possible, ce chiffre-là. Le SW, c'est ce qu'on appelle un facteur solaire. C'est ce qui indique si la fenêtre laisse passer plus ou moins le rayonnement solaire. Donc le SW, c'est un chiffre entre 0 et 1. Plus on est proche de 1 et plus ça laisse passer le rayonnement solaire. Forcément, il ne faut pas non plus que ce soit trop grand parce que sinon ça peut vite créer des surchauffes dans le logement. Mais il ne faut pas que ce soit non plus trop faible parce que l'hiver, c'est intéressant d'avoir des apports solaires pour chauffer gratuitement le logement et donc faire des économies de chauffage. Donc il y a des valeurs minimum, notamment pour les fenêtres, là, en matière de facteurs solaires. Voilà, je ne m'attarde pas plus. Je vous montre un autre exemple. Par exemple, un poêle ou un insert à bois. Vous voyez, alors le paragraphe à gauche, c'est tout ce qui est appareil à bûche. Le paragraphe à droite, c'est tout ce qui est appareil à granulés. Eh bien, vous voyez, ce qu'on attend, c'est notamment des émissions de polluants qui ne doivent pas dépasser certains seuils et des rendements énergétiques qui doivent, au contraire, eux, dépasser certains seuils. Pardon. Donc, vous voyez, on ne peut pas, entre guillemets, mettre n'importe quel poêle. Même si, comme je disais, c'est quand même très rare aujourd'hui, et surtout avec des artisans RGE, que les propositions de travaux ne répondent pas à ces critères-là, hein, puisque les artisans RGE ont l'habitude aussi, ont connaissance de ces éléments-là. Mais c'est quand même important d'en être conscient et que ça puisse être vérifié sur le devis et plus tard la facture. Les devis et ces éléments-là doivent vraiment avoir un niveau de détail conséquent. Donc voilà, c'était un petit exemple chauffage. Et ça, c'était plutôt pour la rénovation poste par poste, ce que je vous ai montré. Mais si on aborde les choses en rénovation dite globale ou rénovation d'ampleur, là, on a aussi un objectif, comment dire, de gain énergétique, c'est-à-dire un objectif un peu de résultat. Comme la rénovation globale, les aides financières en rénovation globale financent un ensemble de travaux, bah, il faut pouvoir justifier que cet ensemble de travaux-là permettent d'atteindre des niveaux de performance. Et donc pour ça, en rénovation globale, c'est obligatoire de devoir fournir un audit énergétique à l'appui dans les pièces justificatives, parce que c'est l'audit qui permettra de justifier qu'on atteint bien les niveaux de performance requis. Donc j'insiste, l'audit, c'est uniquement, pour les aides financières, j'entends, c'est uniquement pour des programmes d'aide en rénovation globale. Si vous demandez des aides en rénovation poste par poste ou geste par geste, l'audit n'est pas une pièce obligatoire à fournir. Et ensuite, je parle bien d'audit et ne confondez pas avec le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Le DPE, qui est plutôt utilisé pour la vente ou la location des biens immobiliers, comment dire, n'est pas forcément suffisamment approfondi dans son étude et donc ce n'est pas le document qui est attendu au niveau des aides financières pour justifier des gains énergétiques. On parle bien d'audit énergétique, c'est vraiment deux choses différentes.
Donc ça, c'est plutôt pour la rénovation, d'ampleur, la notion d'un groupement de travaux et d'un objectif de gain. Alors, je préciserai, hein, quels sont ces objectifs un peu plus tard, mais c'est que vous ayez en tête qu'il y a surtout la notion d'audit qui est attendue, dans les aides en rénovation, globale. Et ensuite, quelques points de vigilance plutôt sur des aspects administratifs, mais qu'il ne faut pas forcément négliger parce qu'on entend, voilà, parfois parler de dossiers qui, bloquent, au niveau des aides financières. Et parfois, ça peut être pour des détails, vraiment, assez, bêtes malheureusement et des détails, administratifs. Donc, voilà, quelques petits rappels. Donc tout ce qui est mention, administrative, donc comme je disais, vous voyez le devis, il ne faut pas juste qu'il y ait écrit, isolation de mur et c'est tout. Il faut du détail, il faut, savoir quel produit va être posé, quelle marque, quel modèle, quelle épaisseur on va mettre, quelle résistance thermique. Je vous ai donné l'exemple, tout à l'heure, c'est pour vérifier qu'on atteint bien les niveaux de performance. Tout ce qui est, date également, voilà, bien sûr la date d'établissement du devis, d'une visite technique préalable dans le logement pour pouvoir, faire le devis et cetera. Voilà, tout ce qui est, nom, prénom, adresse postale, on vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, qu'il manque, le prénom, que l'adresse n'est pas la bonne, qu'il y a écrit, allée au lieu de rue. C'est des petits détails, hein, mais honnêtement, il vaut mieux que ce soit, très clair dès du 1er coup. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est prenez votre avis d'impôt. Votre avis d'impôt, vous avez l'intitulé avec votre nom, prénom et votre adresse. Bah, faites en sorte que sur les devis, les factures, les différents documents, ce soit exactement la même chose. Comme ça, il n'y a pas d'interprétation possible ou éventuellement d'erreur possible voilà, enfin, que vous soyez bien à l'origine du dossier, et cetera. Et pareil pour l'entreprise, nom, prénom, SIRET, adresse postale, capitale, et cetera. Enfin, voilà, il y a un niveau de détail qui est demandé et à ce sujet, il y a un document qui s'appelle le guide des bonnes pratiques des professionnels qui est accessible. C'est une ressource, qui est mise, à disposition par l'ANA et dedans, il y a un petit, checklist un peu des éléments qui doivent figurer sur un devis et des factures. Voilà, ça peut permettre de cocher pour vérifier, voilà, cette mention, elle apparaît bien. C'est un document, là, il a été mis à jour, très récemment, à l'été dernier, et c'est sur le site de l'ANA, en accès libre. Donc on a le lien, on pourra vous le transmettre si ça vous intéresse, mais ça regroupe un petit peu ce que j'ai pu, évoquer. Donc voilà, c'était quelques rappels, sur des critères. Vous voyez, des critères techniques, en rénovation par poste ou en rénovation globale, des critères sur, voilà, des points administratifs et puis, sur le logement et les ressources notamment. Mais je voulais revenir sur ces points-là avant d'attaquer le sujet des dispositifs d'aide. Donc on enchaîne. On va parler d'abord des dispositifs de subvention, donc voilà, d'aides qui permettent de réduire le reste à charge des travaux. Et donc, je vais démarrer à l'échelle nationale d'abord et plus particulièrement avec les aides de l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui est finalement ben, l'opérateur qui gère les dispositifs de financement pour la rénovation énergétique, donc qui permet voilà, d'appliquer un peu les politiques de rénovation de l'habitat des différents, ministères concernés et donc on va démarrer avec d'abord les subventions de l'ANA, donc des aides publiques avant d'aborder les aides nationales, privées, comme je l'ai évoqué, tout à l'heure. Donc on démarre sur ça. Donc au niveau de l'ANA, je vais aborder différents programmes d'aide et pour l'instant, on va attaquer avec MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', voilà, c'est peut-être un dispositif dont vous avez entendu parler. Donc on est bien sur une aide publique et c'est ce qui a remplacé le crédit d'impôt. De temps en temps, je fais un petit rappel là-dessus, mais le crédit d'impôt n'existe plus en rénovation énergétique. Ça a été remplacé en 2020 ou 2021 par MaPrimeRénov'. Et donc MaPrimeRénov' propose aujourd'hui 2 parcours que je vais indiquer juste ici. Un parcours accompagné qui est plutôt pour de la rénovation, globale, d'ampleur, je vais le détailler juste après et un parcours monogeste ou geste par geste finalement, qui consiste plutôt à demander des aides, séparément, travaux par travaux. Alors au milieu, je vous ai mis, les différentes étiquettes énergétiques, des logements. Vous voyez les lettres qui vont de A jusqu'à G. Pourquoi? Parce que en fonction de l'étiquette du logement, voilà, il y a certains, de ces parcours-là qui seront accessibles ou non. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au milieu pour, que ça serve de rappel. Je vais démarrer par le parcours accompagné. Et du coup, voilà, vous allez avoir vraiment le parcours accompagné dans son, existence, actuelle, hein, je précise. Et donc aujourd'hui, le parcours accompagné, il est ouvert aux logements qui sont classés E, F ou G.
donc les 3 dernières lettres, de l'étiquette énergétique. Donc exclusivement, pour les logements classés E, F ou G et donc ça se base, comme je disais tout à l'heure, par un audit énergétique du, logement. Donc voilà, premier point pour le parcours accompagné. Ensuite, toujours sur ce parcours, bah, on dit parcours accompagné, c'est de la rénovation d'ampleur, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il y a notamment 2 choses qui sont attendues, c'est d'atteindre au moins 2 étiquettes, 2 sauts de classe sur l'étiquette énergétique et d'intégrer dans les travaux au moins 2 gestes d'isolation. Alors je vous donne un exemple. Si mon logement il est situé en étiquette F, il faut qu'à l'issue des travaux, je sois à minima en étiquette D. Donc il y a 2 sauts de classe minimum à faire. Et ensuite, bah, pour faire ces sauts de classe, je vais faire un certain nombre de travaux. Ben, dans ce bouquet de travaux-là, il doit obligatoirement y en avoir au moins 2 qui concernent de l'isolation. Parce que dans le parcours accompagné, on peut mettre des gestes d'isolation, mais on peut aussi mettre des gestes de ventilation ou des gestes de chauffage et d'eau chaude sanitaire. On peut mettre tous ces éléments-là. Mais il faut qu'il y ait quand même à minima 2 gestes d'isolation. Et les gestes d'isolation possibles, ça peut être les murs, par l'extérieur ou par l'intérieur. La toiture, donc la toiture, ça peut être les combles perdus si on a cette configuration, les rampants de toiture si on a par exemple des combles aménagés, un toit terrasse en fonction de la situation. Donc c'est un autre geste possible. On a le plancher bas, par exemple un plafond de sous-sol ou un plafond de vide sanitaire. Et on a les surfaces vitrées, donc les fenêtres, porte-fenêtres ou les fenêtres de toiture. Donc au moins 2 gestes qui touchent à l'isolation dans le bouquet de trappes. Ensuite, l'aide, elle prend la forme d'un pourcentage du coût des travaux. Je vous montrerai le tableau juste après, mais c'est sous la forme d'un pourcentage du montant des travaux, le montant de l'aide. Ensuite, alors ce point-là, valorisation des C2E par l'ANA, j'y reviendrai après parce que pour l'instant, je n'ai pas encore abordé le dispositif des C2E, les certificats d'économie d'énergie, mais on le garde dans un petit coin de la tête que dans le cadre du parcours accompagné, finalement, la prime C2E, elle n'est pas gérée directement par le particulier. En fait, elle est intégrée dans l'aide de l'ANA et derrière, l'ANA s'occupe de récupérer une prime C2E avec les acteurs que je présenterai tout à l'heure. Mais j'y reviendrai. Le parcours accompagné nécessite un engagement d'occupation, pendant 3 ans du logement. Alors là, je donne un peu le cas le plus fréquent, c'est-à-dire pour les propriétaires occupants. Donc, un propriétaire occupant, il a un engagement d'occupation du logement pendant 3 ans s'il veut solliciter le parcours accompagné. Pour les propriétaires bailleurs, pour information, c'est un engagement de mise en location et c'est pendant une durée de 6 ans. Mais voilà, si vous avez des questions spécifiques à ça, n'hésitez pas, à les poser. Et enfin, le parcours accompagné, ben, le terme accompagné, ça nécessite en fait d'obligatoirement avoir un accompagnement tout au long du projet. Et alors, quelle forme ça va prendre? C'est quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler, qu'on appelle l'accompagnateur rénov. Souvent, on dit le MAR, mon accompagnateur rénov. Et ça, c'est un acteur qui vous suit tout au long du projet de travaux. Euh, c'est pas une entreprise de travaux, par contre. Attention, l'accompagnateur rénov doit être vraiment indépendant et ça, l'ANA accentue vraiment ses contrôles par rapport à ça. L'accompagnateur rénov doit être indépendant de la réalisation des travaux. Néanmoins, c'est quand même un acteur privé, hein, l'accompagnateur rénov. Ça va généralement être des bureaux d'études thermiques, donc des thermiciens, parfois des architectes, mais vraiment des acteurs dont la mission sera de vous suivre tout au long du parcours. Au départ, en démarrant par une visite du logement et donc la réalisation de ce fameux audit énergétique. Et après, c'est également un suivi de la réalisation des travaux, une assistance au dépôt du dossier de demande d'aide et une fois que les travaux sont faits, une nouvelle visite post-travaux, cette fois pour vérifier que les travaux ont été faits conformément à ce qu'avait préconisé l'audit. Et donc voilà, le terme parcours accompagné, c'est vraiment pour faire le lien direct avec cet acteur qu'on appelle l'accompagnateur rénov. Et ça, il y a également un annuaire disponible toujours sur le site francerénov.gouv.fr, hein. Vous pouvez retenir que ce site-là regroupe pas mal d'informations et donc notamment l'annuaire des entreprises RGE pour les travaux, mais également l'annuaire des accompagnateurs rénov. Donc voilà un petit peu pour le parcours accompagné. Après, je vous montrerai le tableau des montants d'aide, hein, comme je vous le disais. Là, simplement, je présente en parallèle le parcours monogeste. Donc le parcours monogeste, ben, globalement, quand on fait un projet de travaux qui ne répond pas au parcours accompagné, on peut plutôt se tourner vers un parcours monogeste qui va plutôt consister à demander les aides
individuellement, travaux par travaux. Alors, pour ces caractéristiques, vous allez le voir, j'ai mis des points que j'ai volontairement rayés. Le premier, c'est pour dire qu'aujourd'hui, le parcours monogeste, en fait, il est accessible à toutes les lettres sur l'étiquette énergétique, peu importe, l'étiquette énergétique du logement. Du coup, il y a même pas besoin de le justifier ni par un audit, ni par un DPE. Le monogeste, il est accessible à toutes les lettres. Mais pourquoi, en fait, j'ai volontairement laissé quand même, en rayant, la mention ouvert au logement A jusqu'à E? C'est parce qu'initialement, à la création du programme, le parcours monogeste, il était ouvert uniquement aux logements A jusqu'à E. Les logements F et G n'étaient pas éligibles au parcours monogeste. Et par contre, ils devaient finalement basculer sur le parcours accompagné. C'était la motivation première au niveau de l'ANA lorsqu'ils ont déployé ces programmes. Seulement, il y a eu un correctif un peu plus tard pour alléger un peu les conditions d'accès et éviter aux ménages d'avoir à faire des DPE ou des audits pour prouver qu'ils étaient entre A et E au niveau de l'étiquette. Et donc, il y a eu une dérogation qui fait que maintenant, tous les logements peuvent y accéder, mais je préfère le maintenir et le rayer parce que potentiellement, ça peut revenir. Sachez que là, la dérogation, elle est valable jusqu'au 31 décembre 2026, donc il y a encore plus d'un an, mais en 2027, potentiellement, ça pourra revenir. Pareil, à la base, le parcours monogeste, c'était, pour cibler principalement l'installation d'équipements de chauffage et si on voulait aussi demander de l'isolation, c'était en complément. Il fallait d'abord montrer qu'on demandait le parcours monogeste pour du chauffage. Ça, pareil, je l'ai rayé, mais je ne l'ai pas retiré complètement parce que peut-être qu'en 2027, ça reviendra aussi. Donc aujourd'hui, il y a plus cette obligation-là. L'aide, elle prend la forme d'un montant forfaitaire en fonction de la catégorie de travaux. Je vais vous montrer le tableau juste après. Donc il n'y a plus besoin de fournir un DPE comme je disais parce que voilà, il y a eu la dérogation que j'ai évoquée et voilà, comme je l'ai dit, le poste de travaux chauffage n'est plus systématique. On peut, demander le parcours monogeste que pour de l'isolation par exemple. Il n'y aura pas d'obligation de faire, automatiquement du chauffage. Mais je préfère quand même les laisser visibles parce que, potentiellement ça pourra revenir ce format-là, lorsque la dérogation prend fin et notamment là, c'est, fin 2026. Donc il y a quand même encore un petit peu le temps. Alors, je vous montre les tableaux des montants d'aide justement pour que vous puissiez vous projeter. Je commence avec le parcours monogeste, donc quand on demande des aides travaux par travaux. Donc vous voyez, je zoome un petit peu, je vous montre des exemples. Alors, on a sur la gauche le listing des travaux, mentionnés et ensuite on a les montants d'aide en fonction de la tranche de revenus. Premier point, vous voyez quoi? C'est que la tranche de revenus supérieure n'est pas éligible au parcours monogeste de MaPrimeRénov'. Je dis bien au parcours monogeste de MaPrimeRénov'. Pour, un autre exemple, eh bien, qu'est-ce qu'on peut avoir? Eh bien, par exemple, un ménage aux ressources modestes, s'il envisage d'installer un, poêle à bûche, chez lui, il y a une aide, de 1 000 € côté, MaPrimeRénov'. Et autre exemple, un ménage aux ressources, très modestes, s'il isole ses rampants de toiture, c'est une aide de 25 € du mètre carré d'isolant posé. Donc vous voyez, on a vraiment tout le tableau qui résume en fonction des travaux, en fonction de la tranche de revenus, le montant, de l'aide. Ça, c'est valable, là, en ce moment, en 2025, ce tableau-là, il est, encore valable. Je précise qu'à partir du 1er janvier 2026, il va y avoir, des modifications et donc notamment, le forfait pour les chaudières qui est, sur le tableau à gauche, l'avant-dernière ligne, enfin voilà, l'avant-dernière ligne et celle juste au-dessus, les chaudières à bois, donc pas les poêles, attention, hein, les chaudières à bois, ça va disparaître du, parcours monogeste de MaPrimeRénov'. Voilà, du parcours monogeste, hein, attention, en rénovation d'ampleur, c'est complètement différent. Mais effectivement, à partir du 1er janvier 2026, on ne retrouvera plus les aides monogestes pour les chaudières bois et on ne retrouvera plus non plus les aides monogestes pour l'isolation des murs. Ça, c'est une annonce qui a été faite là, à la sortie de l'été, début de rentrée scolaire. Voilà, les aides pour, l'isolation des murs, et les chaudières à bois, vont disparaître du parcours monogeste au 1er janvier, 2026. Donc c'est, bien d'en être conscient et si jamais vous êtes justement proche de réaliser des travaux de ce genre et donc à déposer des dossiers de demande d'aide, sur ces travaux-là, c'est la date de dépôt du dossier qui fait foi. Il ne faut pas se dire: «Tous les travaux doivent être faits avant le 31 décembre». Non, c'est le dossier qui doit être déposé sur la plateforme avant le 31 décembre, 2025. Donc voilà pour le parcours monogeste et voilà, tout ça est résumé dans des documents, en accès libre sur internet. On pourra vous mettre les liens, à la fin, mais tout ça est en accès libre évidemment.
Ensuite, le parcours accompagné, pareil, le tableau et donc là, un tableau, assez récent parce que vous en avez peut-être entendu parler. Le parcours accompagné, il a été suspendu temporairement pendant l'été. Du 23 juin au 30 septembre, plus précisément, il y a eu une suspension, du parcours accompagné. On ne pouvait plus du tout déposer de dossier de demande d'aide entre le 23 juin et le 30 septembre. Je précise, attention, hein, c'est le parcours accompagné qui a été suspendu. Ce n'est pas l'entièreté de MaPrimeRénov'. C'est-à-dire que le parcours monogeste, lui, il n'a pas du tout été suspendu pendant l'été. Donc c'est vraiment le parcours accompagné. Il a été suspendu pendant l'été, il a rouvert au 30 septembre, puis début octobre, mais dans des conditions nettement différentes par rapport au début d'année. Et donc là, vous avez un tableau justement avec les modifications qui sont apparues. Donc voilà un peu le tableau que ça représente. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, en parcours accompagné, l'aide, elle prend la forme d'un pourcentage du montant des travaux. Alors, du montant des travaux hors taxe. On est toujours sur le hors taxe. Et donc, vous voyez, en fonction de la tranche de revenus, très modeste, modeste, intermédiaire, supérieur, le pourcentage, il varie. Donc, 80%, 60, 45, 10% du montant hors taxe des travaux. Et vous le voyez dans le respect du plafond des dépenses. Alors, je vais expliquer ça avec un exemple. Le plafond de dépenses, il est écrit sur la gauche. On voit qu'il est de 30 000 euros pour un gain de 2 classes sur l'étiquette énergétique, ce qui est le minimum attendu, je le rappelle. Mais on voit aussi qu'il est de 40 000 euros pour un projet qui permette de faire 3 sauts de classe ou plus sur l'étiquette énergétique. Alors, pour bien comprendre ça, je vous donne un exemple. Un ménage aux revenus très modestes. Imaginons qu'il fasse un projet de travaux qui permettent d'atteindre 2 sauts de classe sur l'étiquette énergétique du logement. Par exemple, il passe de F à D. Imaginons maintenant que bah, voilà, il va faire, pour atteindre ces 2 sauts de classe, il va faire un certain nombre de travaux avec au moins 2 gestes d'isolation, je le rappelle. Et donc, il va avoir tous ces devis qui s'empilent. Et bien, si on prend le montant cumulé de tous les devis, imaginons dans mon premier exemple que le montant cumulé de ces devis, il soit, je dis une bêtise, de 20 000 euros. Eh bien, 20 000 euros, on est en dessous du plafond de dépenses. Dans ce cas, le montant de l'aide sera 80% de 20 000 euros. Maintenant, toujours même exemple, un ménage très modeste qui fait 2 sauts de classe, mais cette fois, le cumul de tous ces devis, imaginons qu'on soit à 40 000 euros hors taxe sur l'ensemble des devis. Eh bien, cette fois, le montant de l'aide, ce ne sera pas 80% de 40 000, ce sera 80% de 30 000, comme on a atteint le plafond de dépenses. Et donc, 80% de 30 000, donc au maximum, 24 000 euros d'aide là pour un ménage très modeste qui fait 2 sauts de classe. Et puis, pour compléter mon exemple, si son projet avait fait, je ne sais pas moi, 4 sauts de classe, bah, le plafond de dépenses, il est de 40 000 cette fois. Donc l'aide, elle peut monter au maximum jusqu'à 32 000 euros pour mon exemple. Mais vous voyez, en fonction de la tranche de revenus, on n'est pas sur le même pourcentage. Et en fonction du nombre de sauts de classe, on n'est pas sur le même plafond de dépenses. Et alors les petits symboles avec des cloches, c'est simplement bah, les changements qui ont eu lieu justement à la réouverture. Et donc on voit notamment que les pourcentages ont changé pour les tranches intermédiaires et supérieures, les plafonds de dépenses ont diminué par rapport à avant, et le bonus sortie de passoire n'existe plus dans le parcours accompagné. Donc ça, c'est le parcours accompagné, modifié là, suite à la suspension de l'été. Vous avez ensuite dû entendre parler que la réouverture au 30 septembre, n'était accessible, que pour, 13 000 dossiers à l'échelle nationale. Et ça effectivement, c'était bien le cas, mais et à nouveau, hein, je précise, le parcours accompagné seulement. C'est pas l'ensemble de MaPrimeRénov', c'est le parcours accompagné. Il a réouvert, donc dans des conditions différentes, hein, de sa fermeture au mois de juin, et en plus de ça, l'ANA a annoncé que la réouverture se ferait spécifiquement pour les ménages aux revenus très modestes et pour un nombre de dossiers de 13 000 maximum à échelle nationale. Donc les 13 000 premiers dossiers déposés, et ensuite la plateforme se referme à nouveau. Et donc là, les 13 000 dossiers ont été effectivement déposés sur le territoire national. En tout cas, dans les Yvelines, la part qui représentait le département des Yvelines a déjà été atteinte. Donc
Aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre 2025, ce n'est plus possible, de déposer un dossier en parcours, accompagné puisque, la réouverture finalement a déjà, comment dire? Permis le dépôt du seuil des dossiers acceptés là dans les Yvelines. Donc le parcours accompagné, ne peut, enfin, il n'y a plus de possibilité de déposer un dossier sur l'année 2025. Donc le tableau finalement que je vous montre ici, c'est plus un tableau à, imaginer pour l'année, 2026, avec le nouveau budget, voté, au niveau gouvernement et voté aussi en conseil d'administration de l'ANA. Mais voilà, pour, la fin de l'année 2025, le parcours accompagné n'est plus, accessible, à toutes les tranches de revenus malheureusement. Donc je précise, hein, le parcours monogeste, lui par contre, il est toujours en vigueur, il fonctionne toujours, sur l'année 2025. Mais par contre, le parcours accompagné ne l'est plus. Hem, Là, je vous ai montré le tableau ici, c'est les aides pour les travaux. Mais on n'oublie pas un autre élément dans le parcours accompagné, c'est notre fameux accompagnateur Rénov', qui est un acteur privé, comme je vous disais, et qui donc facture sa prestation de service. Et ça fait l'objet d'une aide supplémentaire dans le parcours accompagné. Je vous montre le tableau, c'est en fonction de la tranche de revenus. Il y a un remboursement qui est prévu sur un plafond de 2 000 € de dépenses. Attention, 2 000 € de dépenses sur le coût de l'accompagnateur. En moyenne, nous, parmi tous les devis qu'on a pu voir passer, on se situe quand même facilement entre 2 500 et 3 000 €. Donc attention parce que je vous donne un exemple, un ménage, très modeste, s'il fait appel à un accompagnateur rénov qui coûte, 2 000 € ou moins, il sera remboursé à 100 % dessus. Par contre, si son accompagnateur rénov coûte, 3 000 €, bah, le ménage très modeste aura 2 000 € de remboursement. Voilà. Donc ça, c'est l'aide, vraiment dédiée, à la prestation d'accompagnateur rénov. Voilà pour le côté, MaPrimeRénov', parcours monogeste, parcours accompagné, qui, comment dire? Se distingue plutôt pour les, logements individuels, donc maisons individuelles ou appartements, mais, à échelle, individuelle. J'enchaîne sur un autre programme, toujours un programme de l'ANA, qu'on appelle, MaPrimeRénov' copropriété. MaPrimeRénov' copropriété, comme son nom l'indique, c'est une aide pour des travaux, réalisés sur les parties communes des copropriétés. Chauffage collectif, isolation des murs par l'extérieur, le toit terrasse d'un immeuble, donc vraiment des parties qui sont, définies comme étant, communes dans le règlement de la copropriété. Donc, quelques, critères d'éligibilité. La copro, elle doit avoir au moins, 75 de ses logements qui soient la résidence principale. Elle doit être immatriculée au registre national des copropriétés. Il y a une notion de gain énergétique également pour les copros qui se lancent dans un, projet de rénovation de leur partie commune, donc c'est 35 mais pareil, ça nécessite du coup un audit énergétique pour, le justifier. Professionnel RGE toujours et faire l'objet d'une assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est un petit peu l'équivalent de l'accompagnateur rénov', pour le parcours accompagné. Bah, là, on parle d'une AMO, une assistance à maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage étant, les copropriétaires, eh bien l'AMO, elle a pour but d'accompagner la copro, tout au long, du projet de travaux. Et donc voilà un petit peu le tableau, du, montant des aides. Donc si le projet atteint, au moins 35 qui est le minimum, à atteindre, eh bien l'aide, elle est de, 30 du montant des travaux, avec un montant de travaux plafonné à 25 000 € par logement. Donc ça veut dire que l'aide au maximum sera de 30 de 25 000, par, logement. Après, cette aide-là, elle est répartie en fonction des tantièmes, des quotes-parts, détenus dans la copro, mais, elle n'est pas en fonction de la tranche de revenus, hein, cette aide-là, elle est répartie plutôt en fonction des tantièmes, détenus. Maintenant, si le projet va un peu plus loin que 35 et qu'il atteint 50 on passe de 30 à 45, tout simplement. Le bonus sortie de passoire, il est maintenu pour MaPrimeRénov' copropriété, c'est-à-dire que lorsque le bâtiment il est classé F ou G, sur l'audit énergétique initial et qu'il atteint au moins l'étiquette D, on rajoute 10 au chiffre, indiqué juste au-dessus. Et donc ça, là, les 3 premières lignes du tableau, c'est des aides qui sont réparties entre les différents copropriétaires, mais sans condition de revenu. C'est vraiment en fonction plutôt des, tantièmes et des quotes-parts détenus. Par contre, les copropriétaires très modestes ou modestes, qui font partie de la copropriété, ils ont une aide individuelle supplémentaire, toujours dans ce programme MaPrimeRénov' copropriété et on voit donc 3 000 € par logement pour les très modestes, 1 500 pour les, modestes.
Bon, je détaille pas ce point-là, copro fragile ou en difficulté, il y a un pourcentage supplémentaire, mais voilà, si ça vous concerne, enfin, si vous souhaitez avoir plus d'infos, n'hésitez pas à le dire, mais comme l'heure, file rapidement, je vais enchaîner. Donc voilà pour les aides de l'ANA, donc le niveau national toujours, mais aides publiques. J'enchaîne maintenant avec les certificats d'économie d'énergie. Alors souvent on dit les C2E, hein, pour faire plus court. Les C2E, eh bien, on est sur toujours un dispositif d'aide national, mais on n'est pas sur une aide publique cette fois, on va être sur une aide privée. Alors c'est quoi le principe de ce programme-là? En fait, c'est que l'État impose à chaque fournisseur d'énergie, des énergéticiens, de faire finalement des économies d'énergie à ceux qui en consomment. Et en fait, les énergéticiens ont des objectifs à atteindre d'économie d'énergie. Et pour les atteindre, eh bien, ils vont distribuer des primes à des particuliers ou, enfin, les C2E, finalement, ça ne s'adresse pas que aux particuliers, hein, mais dans notre exemple, on va pointer là-dessus. Donc les énergéticiens, les fournisseurs distribuent des primes à des particuliers qui font des travaux, pour, finalement, eux, atteindre leurs objectifs, finalement, ajouter les économies d'énergie dans leur quota, à atteindre, et ça leur permet en fait d'éviter, des pénalités financières. Parce que voilà, les énergéticiens ont des objectifs à atteindre à la fin d'une période, et si c'est pas atteint, c'est de grosses pénalités financières. Et vous voyez aujourd'hui, les C2E, ça existe depuis longtemps, et on est dans une période là qui va bientôt, prendre fin. Alors ça ne veut pas dire que les C2E vont disparaître, hein, ça se poursuit en 2026, simplement les compteurs sont remis à zéro et on a des nouveaux objectifs. Mais ça veut dire que c'est intéressant cette fin d'année 2025 parce que les énergéticiens, ils doivent atteindre leurs objectifs avant la fin de période. Et donc, ceux qui sont un peu à la traîne vont peut-être proposer des montants de primes un peu plus attractifs que les autres, pour voilà, être sûr de bien atteindre les objectifs qui leur sont imposés. Donc c'est un peu le principe d'une taxe pollueur-payeur en quelque sorte, avec tous ces énergéticiens-là. Et donc les énergéticiens, on a les vendeurs de gaz, d'électricité, enfin c'est vraiment très large. Alors les C2E, pour, vous montrer quelques exemples ensuite, on distingue ce qu'on appelle des C2E classiques de C2E coup de pouce. Les coups de pouce, en fait, c'est des offres qui sont un peu bonifiées, et on en a, alors on n'en a pas 300 000, hein, des offres coup de pouce. Je vous montre ce qu'on peut avoir. On a le coup de pouce chauffage, que je vais détailler après. Le coup de pouce rénovation performante pour des bâtiments collectifs, donc un peu à l'image de MaPrimeRénov' copropriété, c'est pour, financer de la rénovation sur les parties communes d'une copro. On a aussi le coup de pouce rénovation performante en logement individuel, mais ça, c'est sous réserve qu'on ne soit pas éligible au parcours accompagné. Parce que si on est éligible au parcours accompagné, c'est vers ce programme-là qu'on sera dirigé. Donc les offres coup de pouce, c'est des offres un peu particulières qui sont bonifiées, c'est-à-dire qu'il y a des montants de primes minimum qui sont imposés aux énergéticiens. Alors que les C2E classiques, il n'y a pas de montant minimum imposé. Chaque énergéticien peut faire un peu comme il l'entend. Et ça peut être par exemple isoler un mur par l'extérieur, c'est un exemple. Une prime C2E, en général, ça tourne autour de 10 € du mètre carré d'isolant posé, mais en soi, il y a rien qui encadre ce montant minimum-là. C'est un peu un marché en quelque sorte. Alors que les offres coup de pouce, ça fixe des montants minimums que les énergéticiens doivent proposer. Et je vais vous montrer du coup quelques petits exemples. Je démarre avec le coup de pouce chauffage. Alors déjà, c'est quoi le coup de pouce chauffage? C'est quand on remplace une chaudière charbon, fioul ou gaz par un autre équipement listé sur la gauche. Une chaudière à bois, une pompe à chaleur RO, une pompe à chaleur géothermique, un système solaire ou bien pompe à chaleur hybride. Eh bien, vous voyez, on a des montants minimums qui sont fixés. Alors, ça distingue parfois la tranche de revenus, hein. Vous voyez, modeste, très modeste, il y a une bonification supplémentaire que pour les intermédiaires ou supérieurs en fonction des travaux. Mais voilà, il y a des montants minimums. Et ça, c'est des montants minimums. Et j'insiste là-dessus. Et en fait, en cette fin d'année, on peut voir des primes C2E, par exemple, qui montent à 6 000 €. On en voit autour de 6 000 € pour la pompe à chaleur RO. Donc, j'insiste, c'est vraiment des montants minimums qui sont indiqués ici. Donc ça, c'était le coup de pouce chauffage. Ensuite, le coup de pouce, rénovation d'ampleur. Bon, je le détaille pas plus que ça, mais c'est vraiment lorsqu'on n'est pas éligible à, MaPrimeRénov' parcours accompagné. Par exemple,
un exemple tout bête, c'est un logement en résidence secondaire. En résidence secondaire, MaPrimeRénov' ne financera pas de travaux. Les C2E, par contre, ça fonctionne. Donc, si vous faites une rénovation d'ampleur sur un logement en résidence secondaire, vous pourriez solliciter cette prime-là. Et vous voyez, on parle aussi de faire des gains en saut de classe sur l'étiquette énergétique. Donc, à nouveau, il y a une notion d'audit énergétique. Et en fonction du saut de classe, vous voyez, il y a un montant minimum qui est obligatoire pour l'énergéticien de proposer en fonction des sauts de classe et en fonction de la surface habitable du logement. Voilà, mais je ne m'étale pas trop sur ce sujet. Ensuite, le coup de pouce, ça c'est le coup de pouce, pardon, c'est pas noté, mais c'est le coup de pouce rénovation performante en collectif. Donc là, c'est pour les copropriétés qui se lancent dans la rénovation de parties communes. Eh bien, en fonction de la situation de départ du chauffage, c'est-à-dire si on remplace le chauffage collectif qui fonctionne au charbon, fioul ou gaz, on a un montant d'aide un peu plus important au mètre carré que si on ne change pas le chauffage ou qu'on reste sur un système gaz, par exemple. Donc ça, c'est pour la partie comment dire, copropriété. Et les C2E sont cumulables avec MaPrimeRénov'. C'est pas l'un ou l'autre, c'est cumulable. Donc, simplement dans le parcours accompagné que j'évoquais tout à l'heure, je reviendrai rapidement dessus. Dans le parcours accompagné, je disais, hop, juste ici, valorisation des C2E par l'ANA. C'est quand même cumulable, simplement, ce n'est pas au particulier de s'occuper du dossier C2E lorsqu'on est dans un parcours accompagné. C'est l'ANA qui s'en occupe, ça permet de simplifier un peu les démarches. Mais sachez que les C2E, c'est cumulable avec MaPrimeRénov'. Voilà pour les C2E. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. J'enchaîne sur les subventions locales. Voilà, voir ce qui peut exister sur le territoire. Donc, nous, dans notre secteur, qu'est-ce qu'on peut avoir? Si vous habitez sur le territoire de la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, sachez que la communauté d'agglo propose des aides pour les ménages modestes ou très modestes qui sollicitent un programme sur la gauche, là, donc soit le parcours accompagné de MaPrimeRénov', soit MaPrimeRénov' CoPro. Notamment sur Saint-Germain-Boucles-de-Seine, il y a pas mal de copropriétés qui peuvent entreprendre des travaux sur leur partie commune. Donc, si un ménage modeste ou très modeste se lance dans un parcours accompagné, donc vraiment là, entre guillemets tout seul, ou bien carrément dans un programme avec la copro de MaPrimeRénov' Copropriété, eh bien la communauté d'agglo fait ce qu'on appelle un abondement des programmes de l'ANA. Et donc, c'est des aides complémentaires qui s'ajoutent, vous voyez, en fonction de la tranche de revenus et selon le genre de projet qu'on a sollicité. Mais c'est une aide complémentaire qui se cumule aux aides de l'ANA. Mais c'est vraiment conditionné à solliciter le programme de l'ANA. Un ménage modeste qui fait, par exemple, uniquement le changement de sa chaudière par un autre système, mais qui ne fait pas du tout de parcours accompagné, il ne pourra pas solliciter les aides de la communauté d'agglomération. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'aide locale d'une communauté d'agglo. Ensuite, autre exemple, dans notre secteur, on a certaines communes du Nord-Yvelines qui font partie du parc naturel régional du Vexin. Et donc le parc a aussi un programme d'aide pour la rénovation énergétique. Alors, je ne détaille pas tout, je vous donne quelques exemples ici, mais notamment le parc met beaucoup en avant tout ce qui touche au bois, les menuiseries en bois, les appareils de chauffage au bois, et également au niveau des isolants, mettre en avant l'usage d'isolants biosourcés. Ça peut être de la laine de bois, du chanvre, de la ouate de cellulose, mettre en avant des isolants biosourcés qui souvent auront déjà une meilleure compatibilité avec le bâti ancien, et c'est souvent ce genre de bâti qu'on peut retrouver sur le parc du Vexin, mais aussi des isolants qui peuvent être très intéressants pour améliorer le confort en été. Souvent, les produits biosourcés sont des produits plus denses, et ça, l'été, c'est vachement intéressant. Néanmoins, les produits biosourcés peuvent être un peu plus chers parfois, et c'est pas toujours vrai, attention, il faut quand même avoir les devis sous les yeux pour en avoir la certitude, mais du coup, ces aides-là, ça peut permettre de rééquilibrer avec les isolants, soit pétrochimiques comme le polystyrène ou le polyuréthane, ou bien les isolants minéraux comme la laine de roche ou la laine de verre, par exemple. Donc, un autre exemple d'aide locale, cette fois au niveau des communes situées sur le parc naturel régional du Vexin. Ensuite, qu'est-ce qui peut exister à échelle encore plus locale? C'est au niveau de la commune. Éventuellement, il peut exister ce qu'on appelle l'exonération de la taxe foncière. Alors, pour donner plus de détails, c'est pendant une durée de 3 ans déjà, et c'est une exonération de 50 ou de 100 l'un ou l'autre, de la part communale de la taxe foncière. Parce que dans une taxe foncière, il n'y a pas que la part communale, il y a une partie qui peut être de département ou intercommunalité, etc. Donc là, c'est vraiment la part communale qui est ciblée, qui peut être exonérée à 50 ou 100 pendant une durée de 3 ans.
Par contre, c'est, sur, comment dire? Volontariat, enfin volontariat, c'est si ce programme a été adopté par la commune. Donc il y a pas c'est pas systématique à toutes les communes, et donc il faut, se renseigner auprès de votre mairie. Il y a aussi, un outil de simulation sur internet pour, voir si la commune le propose, mais c'est pas forcément général à toutes, les, communes du territoire. Pour information, nous, comme on est basé à Carrières-sous-Poissy, je vous donne cet exemple, mais Carrières-sous-Poissy le propose, par exemple, à hauteur de 50. Mais c'est quelque chose qui peut aussi varier en fonction, voilà, d'année en année, bien sûr, hein, et donc il faut se rapprocher de votre mairie pour en savoir plus. Et donc, l'exonération, elle s'applique si le montant des dépenses est supérieur à 10 000 € hors main-d'œuvre. Voilà pour le détail. Et comme je vous disais, auprès de votre mairie ou de votre service des impôts, mais la mairie, c'est le plus fiable en général. Donc ça, c'était pour les aides, locales. Vous voyez, donc on a des éléments sur notre territoire au niveau, de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, du Vexin français et éventuellement auprès des communes avec la taxe foncière. Ensuite, je termine avec les prêts bancaires et la TVA. Je vais, assez rapidement, je vois l'heure qui tourne. Donc, c'est des éléments quand même vraiment essentiels dans un projet de rénovation énergétique. On a les subventions, mais en général, comme je vous disais, qui sont, souvent versées après travaux sur présentation de facture. Et donc, il faut être aussi en capacité de pouvoir financer les travaux avant parce que généralement, les entreprises demandent un acompte à la signature, un paiement en milieu de chantier et puis le solde à la fin des travaux. Donc, il faut aussi être en capacité de pouvoir payer ces travaux-là. Et une des solutions peut être de se tourner vers un prêt bancaire notamment. Donc les prêts bancaires, je vais en présenter 2 qui sont vraiment dédiés à la rénovation énergétique. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-PTZ. Mais j'insiste avec l'éco devant, parce qu'il y a le PTZ tout court qui peut être un prêt immobilier pour l'achat d'un logement. L'éco-PTZ, c'est un prêt pour les travaux. Ce n'est pas un prêt pour l'achat, c'est vraiment un prêt travaux pour de la rénovation énergétique. On retrouve un peu les mêmes critères hein, que pour les C2E ou MaPrimeRénov', c'est-à-dire entreprise qualifiée RGE, respect des critères techniques, etc. Tous ces éléments, on les retrouve, hein, c'est harmonisé entre ces différents éléments. Mais vous voyez, les coprêts à taux zéro, on a différents montants qui sont indiqués en fonction un peu de l'ampleur des travaux qu'on va faire. Par exemple, une action seule, j'isole les rampants de ma toiture, eh bien, c'est 15 000 € maximum que je peux demander à taux zéro. Si je fais un bouquet avec 2 travaux, par exemple, j'isole ma toiture et mes murs, on peut monter à 25 000 € maximum. Par contre, si je fais, vous le voyez dans l'avant-dernière colonne, performance globale, donc si je fais un projet d'ampleur, on peut atteindre 50 000 € maximum à taux zéro. Mais par contre, dès lors qu'on a cette notion de performance globale, ça va vouloir dire qu'il faut justifier l'atteinte d'un niveau de gain énergétique, mais c'est vraiment à l'image du parcours monogeste ou du parcours accompagné, hein. Tout ça, c'est fait pour s'imbriquer ensemble de toute manière, mais l'éco-PTZ en réno global, ça implique notamment un audit énergétique, mais en général le même qu'on va utiliser pour MaPrimeRénov', hein, bien évidemment. Mais voilà, l'éco-prêt à taux zéro, j'insiste sur quelques petits points, il n'est pas soumis, enfin son éligibilité, c'est pas en fonction de votre tranche de revenus, modeste, très modeste, intermédiaire, etc. Par contre, ça reste un prêt bancaire. Même s'il est à taux zéro et même si c'est pour de la rénovation énergétique, ça n'en reste pas moins un prêt bancaire et donc la banque, au-delà des aspects travaux, elle va aussi vérifier bien sûr, vos capacités de remboursement, votre taux d'endettement et cetera. Enfin, voilà, il y aura, des vérifications sur ces points-là. Mais c'est vraiment une piste qui peut être intéressante à explorer pour avoir un financement à taux zéro et parfois éviter justement de sortir de l'épargne qui rapporte des intérêts chaque année. Ça permet voilà, potentiellement de construire son plan de financement. Donc l'éco-prêt à taux zéro. Un autre exemple de prêt bancaire, c'est le prêt avance rénovation. Le prêt avance rénovation, c'est vraiment différent de l'éco-prêt. Là, on est sur un prêt hypothécaire et il n'y a pas de mensualité à rembourser dans le prêt avance rénovation. C'est-à-dire que c'est un prêt qui se rembourse in fine, c'est-à-dire vraiment lors d'une vente ou lors d'une succession du logement. Ça peut justement être, intéressant pour les ménages qui, se voient, par exemple, refuser un éco-prêt à taux zéro parce que les mensualités sont trop lourdes, à rembourser. Bah, le prêt avance rénovation, ça peut être une piste intéressante à explorer et il est à taux zéro, le prêt avance rénovation, pour les ménages modestes et très modestes. Il est quand même un peu moins répandu que l'éco-prêt à taux zéro. Il y a moins de banques qui le proposent, mais c'est quand même un prêt qui peut être intéressant parfois à mobiliser. Hem
Voilà, donc 2 exemples de prêts. J'enchaîne sur la TVA, mais assez rapidement parce qu'en fait, la TVA, finalement, le particulier a peu de démarches à faire pour ça, hormis de vérifier la TVA appliquée sur les devis et les factures et de signer une attestation qui lui sera remise par le professionnel qui fait les travaux. Mais la TVA en rénovation énergétique, gardez en tête que de manière générale, elle est réduite à 5,5. Donc c'est sur les travaux d'aspect énergétique, donc voilà, isolation, ventilation, chauffage et aussi les travaux induits. C'est ce qu'on a les travaux induits, c'est, vraiment ce qui est indissociablement lié aux travaux. C'est-à-dire on ne peut pas faire ces travaux-là, sans, faire, des travaux induits. Pour vous donner un exemple, ben, isoler un mur par l'extérieur, il faut poser un échafaudage. Bah, la pose de l'échafaudage, elle sera à 5,5. C'est pas directement, des travaux énergétiques, hein, là, poser un échafaudage, mais c'est induit. Donc la TVA, elle est aussi réduite dessus. Voilà, vous voyez la TVA, c'est pas un logement de plus de 15 ans, hein, c'est plus de 2 ans, résidence principale ou secondaire, maison ou appartement et pour l'anecdote, on si jamais vous faites faire des travaux par un artisan qui n'est pas RGE, tout ce que j'ai présenté précédemment, vous ne pourrez pas le mobiliser, les C2E, MaPrimeRénov', les prêts bancaires et cetera. Par contre, la TVA, ça fonctionne même si l'artisan n'est pas, qualifié RGE et donc il y a une attestation qui est fournie par le professionnel et qui doit être signée par, le client. Donc voilà pour la TVA, je ne m'attarde pas plus dessus parce que finalement, il n'y a pas, tant de démarches à faire, si ce n'est vérifier, si, la TVA appliquée est bien à 5,5. Il y a des exceptions, en fonction des travaux, là je ne vais pas rentrer dans le détail, ce soir, mais, de manière générale, elle est quand même, largement à 5,5. Je termine simplement, j'ai débordé un petit peu là par rapport au temps de questions, donc je vais aller rapidement sur les structures, du territoire qui peuvent vous accompagner sur, votre projet de rénovation. Alors, la première, je ne vais pas m'étaler, c'est France Rénov'. Donc ce soir, il y a des chances que votre espace conseil France Rénov' de secteur, ce soit nous, Énergie Solidaire. Mais rappelez-vous bien que France Rénov' est un service public national. Et donc sur le site francerénov.gouv.fr, vous pouvez vérifier qui est votre espace conseil France Rénov' de secteur en fonction du code postal, du logement à rénover. Et je dis ça parce que vous avez peut-être des logements, soit pour les propriétaires bailleurs ou même des logements en résidence secondaire qui se situent, sur d'autres territoires. C'est bien d'appeler l'espace France Rénov' du secteur de là où se situe le logement, notamment pour connaître, les éventuels programmes d'accompagnement ou les programmes d'aide, locales. Voilà, nous, on a connaissance de ce qui se passe dans le Nord Yvelines, on n'aura pas connaissance de ce qui se passe, par exemple, dans le sud ou en Bretagne. Donc, si le logement à rénover se situe ailleurs, il vaut mieux, solliciter l'espace France Rénov' de secteur. Mais donc là, comme je disais, pour la majorité d'entre vous ce soir, je pense que, nous sommes bien l'espace France Rénov' de secteur. Donc, vous avez nos coordonnées ici, mais comme vous aurez la présentation qui vous sera envoyée par mail, vous récupérez tout ça. Je m'attarde sur 2 acteurs supplémentaires que je vais présenter rapidement. Le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, c'est également un service public de conseil, mais sur une thématique, un peu complémentaire à la nôtre, hein. C'est une équipe d'architectes qui compose les membres du CAUE et donc ils peuvent vous renseigner également pour vos projets de rénovation, notamment lorsque vous avez des projets, qui ont des aspects architecturaux particuliers, vous êtes dans un secteur classé, vous allez faire des travaux qui touchent à l'aspect extérieur du logement et donc il y a peut-être un PLU, un plan local d'urbanisme assez exigeant sur votre secteur d'habitation. Si vous souhaitez avoir des conseils sur comment bien intégrer vos travaux, d'un point de vue architectural, le CAUE, ben, voilà, vous à connaître. Ils sont basés, à Versailles ou autour de Versailles, mais je crois que c'est Versailles même, si je ne dis pas de bêtises. Donc le CAUE 78. Leurs coordonnées sont ici, mais n'hésitez pas à les mobiliser si vous cherchez des conseils plutôt sur des ordres, architecture et urbanisme. Et dernier acteur que je, présente, toujours un service public de conseil, hein, donc des conseils, neutres, gratuits, indépendants, c'est l'ADIL. L'ADIL pour Agence départementale, d'information sur le logement, c'est toujours complémentaire à ce que fait France Rénov' et le CAUE. Là, c'est une autre thématique encore, c'est plutôt sur des aspects réglementaires et juridiques parce qu'en fait, c'est, une équipe de juristes qui compose les membres de l'ADIL. Ils sont basés à Viroflay, on a une ADIL dans les Yvelines et donc c'est vraiment complémentaire aux missions du CAUE ou de France Rénov'. Ça nous arrive même parfois de travailler ensemble sur des conférences ou des webinaires pour vraiment, renseigner, les ménages des Yvelines sur leurs projets de rénovation. Donc n'hésitez pas à mobiliser les juristes de l'ADIL. Je vous donne un exemple, vous souhaitez isoler votre mur par l'extérieur, mais votre mur, il est en surplomb d'un terrain voisin. Eh bien, sachez que dans la réglementation, c'est autorisé d'isoler un mur par l'extérieur, en surplomb d'un terrain voisin. Il y a un droit qui s'appelle le droit de surplomb.
Et donc les juristes de la DIL peuvent vous renseigner dessus sur, voilà, comment, prendre les choses dans le bon ordre, par quoi on commence, s'il faut mettre les choses par écrit, devant notaire et cetera. Mais ça peut être un exemple. Si vous vous posez des questions, par exemple d'ordre réglementaire, vous êtes en copropriété, il y a des travaux qui vont être votés, vous souhaitez savoir un peu les règles de vote, pour, tel genre de travaux, bah, pareil, les juristes de la DIL vous renseignent sur le sujet. Donc je ne vais pas aller plus loin, voilà, c'est la présentation de ces 3 acteurs, mais je tenais à le faire quand même. Donc j'ai débordé un petit peu, là il nous reste quand même un quart d'heure encore, de questions. Déjà je vous remercie pour, votre attention durant, cette présentation-là. Je vais simplement, arrêter l'enregistrement, de ce webinaire et je rappelle que vous le recevrez, par mail. Vous aurez le replay, vous aurez la présentation, en PDF et je vous enverrai par la même occasion un questionnaire de satisfaction. Donc merci de prendre le temps d'y répondre. Mais voilà, donc je vais pouvoir couper l'enregistrement. Hop.